UFC 302, Makhachev, Poirier, Strickland, Costa. On a du Kevin Holland pour le fun. On a un regard évidemment sur Jailton Almeida qui pourrait venir à Paris en cas de victoire et être en main event contre Cyril Gane. On a donc de quoi se faire plaisir pour ce pay-per-view et on vous analyse la carte principale sous l'angle des codes de Paris après l'introduction. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sous Fight Mind. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Unibet vous permet de parier avec les meilleures cotes et notre lien en description vous permet d'avoir un free bet allant jusqu'à 100 € lors de l'inscription. Si vous vous lancez, s'il vous plaît, prenez le lien en description, forcément. Et surtout, ayez une approche récréative et responsable. On se lance directement, 5 combats à analyser. On va commencer avec Eliseu Zaleski dos Santos, qu'on connaît très bien parce que c'est celui qui a accueilli Benoît Saint-Denis à l'UFC. Il ouvre la carte principale contre Randy Brown, qui est à 18 victoires, 5 défaites en carrière. Il est entré à l'UFC quand il était à 6-0. 7 victoires par KO, 5 par soumission et 6 à la décision. Il est à 6 victoires, 1 défaite sur les 7 derniers combats à l'UFC. La seule défaite étant aux mains de Jack Della Maddalena. Brian, quels sont les points forts et les points faibles de Randy Brown? Randy Brown, je pense que son point fort quand même, c'est son striking et son allonge. C'est un combattant qui est plutôt grand pour la catégorie, Ouais. assez précis. Et voilà, je pense qu'un de ses points faibles, ça reste quand même le sol, je dirais. Le sol et parfois sa difficulté sa difficulté. Non, c'est peut-être pas le bon terme. De temps en temps, il a tendance à casser la distance un petit peu trop, tu vois. Ouais. Mais voilà, à être un petit peu trop confiant aussi sur son menton. Je trouve parfois un petit peu trop confiant. Ouais, moi, je le trouve aussi assez rapide. J'ai l'impression qu'il a une bonne vitesse pour la division. Ouais. Il est assez patient. Son volume il a un volume moyen, on va dire, dans la moyenne. Mais il m'a l'air d'être assez patient. C'est pas quelqu'un qui va envoyer du déchet. Il attend ses bonnes opportunités pour attaquer. Et dans les points faibles, j'ai aussi mis qu'il aimait pas trop être mis sous pression et qu'il aimait pas trop les combattants à volume. Donc quand tu regardes toutes ses victoires, il est en striking differential à son avantage. Et puis les moments où il rencontre des gars qui sont un peu qui mettent de l'intensité, qui mettent de la pression, qui mettent du volume, il est un peu moins à l'aise. Et forcément aussi ceux qui arrivent à bien le mettre au sol, c'est un chemin vers la victoire. Ouais. Moins à l'aise, j'ai pas l'impression ça qui est... Enfin, je vois ce que tu veux dire quand tu dis moins à l'aise, ça veut dire que il est plus en difficulté pour pouvoir s'imposer. Ouais. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que je trouve que quand il est mis sous pression, pour autant, physiquement, il paraît assez serein, tu vois. Ouais, il y a le poker face qui est toujours là. Ouais. Et moi, je trouve ça assez stressant de le voir, tu vois, serein dans des situations. Je me dis, mec, c'est pas Tu devrais pas c'est l'être. pas là que tu dois être. Tu vois. Mais je crois que contre Jack Della Maddalena, justement, il paraissait serein, mais il devait pas l'être, quoi, notamment. Ouais, exactement. Du côté de Eliseu, on a un palmarès de 24-7 et une égalité, dont 10 victoires, 3 défaites à l'UFC et son égalité à l'UFC. En carrière, 14 victoires par KO, 3 par soumission, 4 à la décision. On a 2 gars qui ont vraiment un très bon palmarès récent à l'UFC. Il est à 10. Récemment, il est 6-1 pour Randy Brown et on a 10-2 pour Eliseu. Donc... Non, c'est pour Eliseu que je disais récent parce qu'il n'a pas beaucoup combattu ces derniers Ah temps. ouais, récent. On va dire sur les derniers combats. Il n'a pas été très actif. Mais voilà, si on isole un set des derniers combats, ils ont quand même un beau palmarès, mais ils sont pas encore dans le top 15. Et ils ont vraiment, c'est vraiment ça leur carrière. Ils montent. Et dès qu'ils sont entrés top 15 ou même qu'ils apparaissent dans le top 15, ils sortent directement après. D'un point de vue style, comment est-ce que tu décrirais, toi, le Brésilien? Je le dirais, enfin, je le trouve assez complet, tu vois. Je trouve que c'est un bon combattant de MMA, donc je trouve pas qu'il excelle dans quoi que ce soit, particulièrement, mais c'est un combattant assez complet, qui aime bien imposer son rythme, Ouais. qui est là dans ses frappes, en tout cas, on est vraiment sur plus une recherche d'impact que de volume, tu vois. Et
Voilà, je trouve que son sol est plutôt bon aussi, hein. Ouais. Son palmarès reflète plutôt un striker, mais c'est vrai qu'au sol, il est très bon aussi, style brésilien. Moi, j'avais mis ça, un excellent striker, surtout quand on lui donne de l'espace. Il a ce côté simple, debout, mais côté avec Ouais. couplé avec des techniques un peu flashy. Genou sauté, spinning wheel kick, il a des victoires via ces techniques-là. Donc, tu peux jamais te dire que le combat va lui échapper. Ça lui est arrivé plusieurs fois dans sa carrière d'être vraiment mis à mal, notamment dans son dernier combat où dans le premier round, il subit à mort et puis il prend le deuxième et le troisième et ça donne une égalité en perdant le premier à 18. Mhm. Ses défaites claires. Il a des défaites par split, mais les défaites claires, c'est face à des gars qui ont réussi à l'amener au sol, par contre. Notamment Nicolas Mhm. Dalby, je pense que c'est les débuts UFC de Éliseu, 6 amenés au sol à 0. Voilà, Et encore, c'était encore une split, hein. et c'est encore une. Ah, j'avoue, j'ai dit clair. Mais les autres défaites assez claires, c'est des gars qui ont réussi au moins à le taper au sol à un moment du combat ou à Mhm. plusieurs moments du combat. Ici, on a un Randy Brown qui est favori à 1,54 et 2,33 pour le Brésilien. C'est discrètement en dessous dans 65-35. D'un point de vue style pur, moi je trouve ça plus serré normalement. J'aimerais que ce soit, enfin, je trouverais ça plus logique que ce soit plus serré. Est-ce que tu penses que c'est une question d'âge? Randy Brown à 33 et Éliseu à 37. Qu'est-ce qui justifie qu'on est sur plus près du 65-35? Moi, quand j'ai analysé comme ça dans ma tête, je sais plus sur un 55-45. Bah, je pense qu'on peut partir de ce principe-là, hein. Moi, j'étais assez étonné de la cote. Mhm. Donc, effectivement, je trouve que Zelensky, bah, dans ses derniers combats, je le trouve un petit peu moins flashy, comme tu disais, Ouais. tu vois. Un peu plus mesuré, entre guillemets. Mhm. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage qui est lié à l'âge, effectivement? Est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage qui est lié aussi au manque d'activité de sa part? Ouais, Il a quoi? 2 combats sur les 3 dernières années? ouais, c'est ça. 2 victoires, ceci dit, mais c'est ça. Il a perdu une split contre Salikov et puis il a 2 victoires de suite là. Mm, mm, mm. Moi, je t'avoue que sur ce combat-là, je mettais plus des, des quarts d'unité, on va dire, Mhm. du côté du côté de Élisée, ouais. Ouais, c'est ça. La cote elle me Mm, semble assez intéressante. Euh, Peut-être un Élisée. Ils ont le même volume en fait. Debout, ils ont le même volume. Comme tu l'as dit, Élisée, ils cherchent la percussion. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un combat où ils vont se toucher autant l'un que l'autre, mais qu'on mm. va se différencier sur. Ah, j'ai l'impression que Élisée, ça frappe un peu plus fort. Et qu'on pourrait avoir une décision Ouais. assez serrée qui irait en son sens. Euh, Ah, ouais. Ah, je sais pas par contre là, tu vois, sur la décision, sur la décision. Moi, je t'avoue que je partirais bien sur un principe où, où il cherche simple. Il se dit voilà, je suis désavantagé. Enfin, je suis désavantagé. Je suis underdog. Euh, je dois respecter aussi son striking. Les chemins de victoire, ce serait de le mettre au sol et de l'étrangler, tu vois. ouais. En tout cas, moi, je partirais sur ce principe-là, quoi. Hmm. Et moi, personnellement, je verrais une victoire d'Elizou par être arrière, tu vois. Ouh, ah, la cote doit être Mm, mm. intéressante là-dessus. Elle est à Ah, 14. à 14. La soumission est à Je crois. 14 pour Élisée. Ouais, Ah ouais, le petit dixième d'unité, là, il peut bien passer. Hein. ouais, j'ai mis 0, dans ma tête, c'est 0,2, tu vois. Ok. Ah ben, on en profite pour rappeler, hein, si vous voulez voir sur quoi on se positionne, rendez-vous sur Twitter ou sur Instagram, sur Fight Minds Off sur Instagram. Comme ça, vous voyez, normalement, le vendredi après-midi, on poste nos vrais positionnements. Voilà. Donc ici, Brian pense à 0,2 sur Ah, c'est l'étranglement. 5, j'ai pas... Moi, je vais encore Ouais, réfléchir. attends. Je vais encore réfléchir à peut-être une demi-unité sur Elysium, mais voilà. Dernièrement, sur les underdogs des combats serrés, j'ai pas un bon tracking là, donc j'ai peut-être resté Ouais, loin. Ça dépendra un peu de. mais c'est vrai que sur cette carte, je la trouve compliquée de... je trouve que c'est compliqué de se positionner. Je trouve que les cotes sont... Sur les favoris, entre guillemets, elles sont... elles sont pas si intéressantes que ça, C'est tu ça. vois. Les favoris ont pas des cotes assez intéressantes et les underdogs, tu les vois pas spécialement passer. Donc, tu as quelques dog or pass, mais tu n'as pas spécialement envie de déclencher sur l'underdog. Il y a quelques Ouais, cotes ouais, plus précis. En fait, moi, je suis plus parti sur des trucs un peu précis, tu vois, le KO, la soumission, la décision. ouais. On en parlera Bah plus écoute, tard. idem, idem. Et là, c'est la première, et donc je suis parti plutôt sur voir un scénario, encore une fois, hein, Ouais. c'est
je vois un scénario possible. On va dire que le scénario général, je vois Brown plutôt l'emporter à la décision, utiliser son allonge, quitte à bien toucher avec son 1-2, effectivement être plus frais dans le sens physiquement, au niveau de la motivation, au niveau de sa capacité à prendre le rythme d'un combat plus rapidement. On est sur 3 rounds. Mais de l'autre côté, je me dis que ouais, Zelensky pourrait chercher le sol, avoir une stratégie beaucoup plus safe, et il y a un chemin pour ça, tu Ouais. vois. Ah ouais. Je pense que la clé du combat, tu l'as dit, c'est qui va prendre la main mise sur le rythme et qui va mettre un peu plus la pression sur l'autre. Et automatiquement, du côté de Zaleski, c'est aussi est-ce que tu prends le contrôle de la direction du combat? Est-ce que tu décides d'aller au sol? Surtout si tu sens que ça va pas très bien debout. Lui, à cette carte-là à jouer, je trouve que Randy Brown l'a un peu moins. Ouais. Donc, ouais, c'est intéressant. Mais c'est vrai que d'un point de vue cotes, pour moi, c'est un dog or pass ici. Exactement. Sauf si quelqu'un est peut-être confiant sur Randy Brown à la décision. Et là, ça peut peut-être être intéressant de se positionner dessus. Parfait. Bon, on en profite. Les gars, abonnez-vous à la chaîne. Commentez, mettez-nous vos pronostics sur toute la carte, par exemple. C'est un bon moyen de créer de l'engagement. Alors nous, on suit avec les poids lourds. On a Jailton Almeida qu'on suit de très près depuis son arrivée à l'UFC. Je pense que c'est un des talents. Il revient de son unique défaite à l'UFC contre Curtis Blades, après avoir fait un très bon premier round, il faut le dire. Et il revient contre Alexander Romanov, grappleur contre grappleur. Perso, je suis pas trop fan de ce matchmaking. Je pense pas qu'on aura tant de réponses. En fait, plus sur... le combat peut être fun, mais on n'aura pas spécialement de réponse sur l'un ou sur l'autre après le combat, je trouve. Ah oui? Ouais. On va en discuter. Romanov, il est à 17-2 en carrière. Il est arrivé à l'UFC en étant invaincu en 11 combats. Il a 10 victoires par soumission à son actif, 5 par KO. Pour la plupart, les KO, c'est par ground and pound, donc ça reste des choses qui se passent au sol. Et 2 victoires par décision. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce lourd poids lourd? Lourd poids lourd? Je pense qu'il cut pour faire le poids. Ah ouais? Donc un lourd poids lourd. Écoute, moi je trouve que c'est un très bon lutteur, quoi. Je suis assez étonné de sa lutte, qui a été, je l'avoue, catastrophique contre Volkov. Mais là, c'est pas le même profil. Tu dis? Là, c'est pas le même profil, voilà. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, dans ses compétences, en termes de lutte, quand il est au body lock ou ce genre de choses, sur certaines single leg, je trouve très très bon. Volkov, il s'est retrouvé à baisser la tête face à quelqu'un de très grand sur une single leg, il s'est épuisé dessus. Mais là, il y avait une vraie erreur de technique, tu vois. Mais j'étais assez étonné parce que moi j'ai pas trop suivi ce type-là, donc j'en ai regardé pas mal ce matin de ses combats, et je trouve plutôt bon. Ouais. Je trouve plutôt bon. Ce combat il m'intéresse. Parce que je trouve qu'au final les deux ont un peu le même profil. Ouais. Même si Almeida est beaucoup plus compétent dans ce qu'il sait faire. Ouais. Volkov est un peu plus. Romanov. Romanov, excusez-moi, est un petit peu plus compétent partout, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu plus complet contre un peu plus spécialiste. Voilà. Mais ce que j'aime bien dans ce match-up, c'est vis-à-vis d'Almeida, tu vois. Almeida, il s'est planté. Enfin, il s'est planté. Il a fait un très bon premier round, mais il s'est épuisé au premier round et il s'est fait éteindre par un gars qui était un vrai poids lourd et qui l'a assommé, tu vois, avec très peu d'amplitude. Et là, il va se retrouver exactement dans la même configuration, un niveau en dessous. Ouais. Tu vois. Je pense, en termes de lutte, Curtis Blade, je le vois bien meilleur que... Ouais. Mais un niveau en dessous. Et pour l'UFC, ce que j'aime bien dans ce match-up, c'est, voilà, on te propose la version Curtis Blade que tu as eu avant, en moins bon. Tu as intérêt à faire tes adaptations, sinon il y a de fortes chances que ça se reproduise la même chose, tu vois. J'avais pas pensé à cet angle. Parce que ça fait quand même 2 fois... Merci, tu me motives pour le combat. Ouais, ça fait quand même 2 fois qu'il bute contre un lourd poids lourd, tu vois. Ouais. Derrick Lewis, même s'il l'a emporté, c'était pas du tout la performance qu'on attendait. Non, mais quand il réfléchit, tu te demandes justement, tu vois, alors c'est chemin inverse, tu vois. S'il avait d'abord eu Curtis Blades et puis Derrick Lewis, t'aurais dit, il a fait les bons ajustements.
Il s'est fatigué contre Curtis Blades au premier round, du coup il s'est fait éteindre dans le deuxième. Contre Derrick Lewis, il a géré de A à Z sans s'épuiser, juste en contrôlant pour aller chercher sa victoire. Ouais, sauf que Derrick Lewis n'a pas de compétences Oui, réelles de en fait. lutte, tu Oui, vois. de fait, de Et fait. Mais là, je justement, t'avoue sur la que, gestion d'énergie, aurait été quelque chose ouais, de correct, tu vois. oui, je sais pas, parce que en lutte, je t'avoue que lutter face à quelqu'un qui a pas de compétences en lutte et le contrôler, c'est pas fatigant. Lutter et contrôler un gars qui sait lutter, c'est épuisant, tu vois. Ouais. C'est épuisant. Donc non, moi, pour moi, c'était une mauvaise prestation, entre guillemets, face à Derrick Lewis, où on s'attendait à ce qu'il finisse dans les Mhm. 2 premiers rounds. Si ça prenait ce chemin-là, normalement, il aurait dû le finir. Ça n'a pas été le cas. Et face à Curtis Blades, ben là, il se retrouvait face à quelqu'un qui avait plus de compétences de défense en lutte, tu vois. Ouais. Même s'il a fait des erreurs hein, dans le combat. Donc moi, j'aime vraiment bien ce combat-là. Et concernant Romanov, je trouve aussi que c'est un combat intéressant pour lui. Parce qu'à un moment, il faut que... Je trouve qu'il a un potentiel, entre guillemets, hein, Mhm. de monter un petit peu plus haut Ouais. et d'être un bon figurant, tu vois, Ben, entre guillemets. moi, je pense qu'il a le potentiel. Il a le potentiel, tu sais, les Spivak, Tuivasa, ceux qui restent entre 5 et Voilà, 8 de la division poids lourd. ouais. Et là, il est plus en mode 12, 14. Il reste Voilà. là pour l'instant. Je pense qu'il a le potentiel de monter dans le top 10. Je trouve qu'il a une marge de progression. Mhm. Et face à cet adversaire, Almeida, je pense qu'il a quand même un moyen de gagner s'il Ouais, fait les choses assez intelligemment, tu ouais, vois. totalement. S'il fait l'inverse enfin, s'il change de positionnement de ce qu'il avait fait à l'époque contre, c'était pas Volkov, Tibura. c'était Tibura, tu vois. Ouais. Ça, c'était Donc sa c'est plus, performance. Là, il a eu 2 performances consécutives qui étaient quand même décevantes par rapport aux attentes qu'on avait de lui. Parce que justement, quand il était invaincu enfin, il est rentré en invaincu à l'UFC. Il a fait 3 ou 4 victoires consécutives à ouais, l'UFC. On ouais, mettait quand ouais. même de l'attente sur lui. Pas de l'attente de futur contender à la ceinture, mais de futur, voilà, comme on dit ici, Mhm. entre 5 et 8, quoi. Et Ah, là, ouais. ces deux-là ont un peu remis les choses en perspective. Son dernier combat contre Blagoy, enfin voilà, Blagoy, Ivanov. je le considère pas comme un très grand combattant poids lourd de l'histoire, mais voilà, il va chercher sa C'était victoire. propre. Ça, ouais, c'était ok. Mais tu vois, Marcin Tibura, pour moi, c'est un combat où il s'est épuisé au premier round. Il a Ouais. fait un très bon premier round, il s'est épuisé et puis il a perdu, tu vois. Mhm. Et ce type de scénario, il pourrait se reproduire à nouveau s'il est assez intelligent, qu'il laisse Almeida s'épuiser sur le premier round et revenir dans le 2 et 3, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à me positionner sur un pari vis-à-vis de ce combat, même si Ah, je toi, vois Almeida large. tu sautes déjà à cette étape-là. Ah oui, excuse-moi. On est juste encore en train mais ouais, non, Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis déjà d'accord avec ta conclusion. On va quand même, voilà, mais parler de sur la... Jelton Almeida après. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'on a oublié, mais c'est parce que tout le monde le connaît, non? Ouais, on va quand même rester Ouais, complet. Mais je propose qu'on vas-y. fasse très rapidement Jelton Almeida, donc ancien middleweight qui se construit Ah, c'est progressivement chez dur. les lourds. Il a actuellement un palmarès de 20 victoires pour 3 défaites et il est à 6-1 à l'UFC. 12 victoires par soumission, 7 par KO. Encore une fois, à l'image de Romanov, la plupart de ses victoires par KO, c'est du ground and pound. Et une Mhm. seule décision, c'est contre Derrick Lewis. On l'a déjà analysé, mais voilà, on peut résumer son style. Hein. Il envoie un front kick au visage, il shoot dans les jambes. Il réussit 6,88 takedowns par 15 minutes avec 59% de réussite. Donc il shoot à peu près 4 fois par round en moyenne. C'est très très actif sur la lutte. 2,2 attaques de soumission par 15 minutes. Je pensais qu'il serait à plus, mais c'est pas mal. Ça montre aussi qu'il a un peu ce style Shavkat Rakhmonov au sol. C'est beaucoup, il est très stable. Il va prendre des positions très intéressantes avec des cross control. Il va utiliser du ground and pound, passer la garde, chercher à soumettre. Et il y a toujours quelque chose. Soit je fais une transition, soit je mets de la pression, soit j'attaque avec des frappes, soit je menace une soumission. Il est très actif au sol, je trouve. Sauf contre Lewis. Va-t-on savoir pourquoi. Je sais pas. Pour Voilà, pas s'épuiser, peut-être. quelque chose de plus à dire? Non, je pense que on l'avait rapidement évoqué. Ça devient donc questionnant entre guillemets sur ces 2 dernières performances face à des poids lourds qui sont réellement imposants.
Ouais. Son jeu est très efficace, mais qu'en est-il quand il se retrouve face à des 130, 140 kilos, tu vois? 140, c'est C'est un pas... peu. 140, c'est beaucoup. 130, ouais. 130, 125, 130, ouais. c'est quoi la limite? 125? C'est Ah non, 120. Tu te fais peser à 120,2 plus tolérance. Donc on va dire grosso modo 121 quoi. Et donc ceux Ah ouais, qui font 121. Ouais, ceux qui 125, font 130, excusez-moi. les Je poids lourds pensais qui que c'était font 125. un cut drastique, mais je crois que c'est assez rare les poids lourds qui font un cut drastique. Mais oui, tu pourrais te trouver face à quelqu'un qui a 132 le jour du combat. Mais je crois que c'est plutôt rare. Je pense que c'est voilà, les poids lourds qui cut, c'est plus des gars qui viennent de 125 et qui se retrouvent à 100, qui refont un jump à 125, 126. C'est vrai qu'on en parle peu, tu vois. On connaît plus ou moins les jumps des light heavyweight, des middleweight, des bantamweight, de tout le Ouais, monde ouais. en fait, mais on s'est jamais penché vraiment sur ok, quels sont les poids lourds qui cut et de combien cut-t-il. J'ai Ah, pas moi, cette info moi. je suis sûr qu'il y en a qui sont à 135, qui font régime jusqu'à 100, Ouais, je sais pas, Brock à l'époque. 125, 126 et qui Ouais. finissent avec un cut après, hein. Ouais, Brock Lesnar à coup sûr. Il Ah, doit y en avoir t'imagines? d'autres quoi. T'imagines ça cut de 6 kilos de gras, quoi, tu vois? Pouah, Tu laisse tombes tomber. sur un poids lourd comme Brock qui est à 135 et qui bouge comme il bougeait. Ouais, ouais. Ouais, Ah ouais, ouais, non. ouais. Non. Heureusement qu'il n'aimait pas se faire taper, lui, parce que C'est sinon ça aurait clair. été très chaud. Bon, Mm. du coup, Jailton Almeida est favori à 1,31. On est à 3,10 du côté de Romanov. C'est du 70-30 qui tend vers le 75-25. Ouais, pour moi, c'est soit un dog or pass, soit on fait un truc fun. Il y a deux trucs fun pour moi. Jailton par KO, qui est à 4,50. Et quand je dis KO, on vise le ground and pound. Tu vois, je pars du principe qu'il va avoir beaucoup de mal à soumettre un gars comme Romanov, qui a vraiment un très bon grappling et donc un très bon grappling défensif. Et donc, s'il arrive à dominer au sol, il va potentiellement choisir la voie de je prends une position, je me posture et puis je frappe. C'est comme ça que Volkov a terminé d'ailleurs. Ou bien on part du principe peut-être un combat qui va à la décision. 2,75. Je trouve ça intéressant, moi. Écoute, très intéressant celle-là, ouais. Parce que quand tu vois Jailton qui domine un poids lourd comme Derrick Lewis, ça va à la décision. Et tu peux partir du principe que l'un comme l'autre, vice-versa, vont avoir du mal à se finaliser. Parce que les Ouais. deux ont un très bon sol. Donc moi, ce 2,75, la décision, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, je t'avoue que j'étais en train de me dire, je parierais bien sur une décision et sur le scénario, je vois bien, je vois bien Romanov survivre au premier et le problème c'est qu'après, bah, quand il reste que 2 rounds, soit il réussit à prendre les 2 rounds et tu vois, je voyais bien, ouais, je pense que la décision c'est pas mal du tout quoi. Mhm. Je pense que les odds makers voient un finish premier round. Mhm. Il a combien le finish premier round Pour Almeida ou Ouais. pour les deux? Pour Almeida? Pour Almeida, attends. Almeida dans le round 1, 3,15. Quand même, hein. Sinon, il y a le match nul, hein. C'est le genre de combat où tu dis 18 pour Almeida dans le premier round, 19-19 pour Romanov dans À 80, le à 3. 80? Ouais, à 81. Non, mais j'ai pas assez confiance en. Je me dis que si tu as un premier round super actif, les deux vont être épuisés parce que Romanov, son cardio me met pas en confiance non plus. Donc voilà, l'égalité, c'est pas voilà le 0,1 dessus, pourquoi pas. Mais moi, je pense plutôt mettre vraiment une demi-unité, voire même une unité entière sur le combat va à la décision, peu importe le vainqueur à 2,75, parce que je vois vraiment ce scénario plus probable qu'une chance sur 2,5, 3. Quoi. Ouais, je trouve que c'est intéressant. Après, je te conseille pas de regarder à nouveau les premiers rounds d'Almeida, sinon tu vas dire non, je vais pas. Ah, mais justement, si je me positionne dessus, ça va être vraiment genre, tu vois, quand tu regardes, ça va être comme tu dis, tu vas dire non, ne le finis Non, pas. non. Survie Romanov, survie. Mais moi, je vais pas me positionner alors sur celui-là, sinon je vais pas Ah, apprécier ce premier round. ou bien, parce qu'en fait, si tu fais genre une demi-unité sur Jailton par KO à 4,5 ou le combat va à la décision à 2,75, tu vois, t'as un peu moins ce stress, tu vois. Le stress, c'est plus sur la soumission, tu vois. Ouais. Non, non. Il y a plusieurs, il On y a verra. peut-être des combis plus intéressants, tu vois, demi-unités sur Jailton dans le premier round et demi-unités sur s'il le finit pas dans le premier round, ça va à la décision. C'est aussi un double scénario qui te fait gagner parce que les deux cotes sont au-dessus de x2.
Donc, tu en perds d'office une des deux et tu gagnes l'autre. Ben, dans les deux cas, tu es en positif. Mais si tu perds les deux, évidemment, voilà, il faut juste se dire, OK, combien d'unités je mets sur ce combat? Soit je mets tout sur la même cote, soit je répartis et quitte à perdre une partie. Voilà. Il y a une réflexion à faire sur ce combat. Je vais d'office me positionner. Il faut juste que je réfléchisse encore comment. Ouais, moi je sais pas si je vais me positionner sur celui-là. J'hésite. Ok. Je pense que je vais quand même le regarder en live et j'ai peur de me positionner, tu vois. De me dire, ah, je me suis positionné et puis après j'apprécie pas le combat parce que j'ai une autre attaque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, ici on fait vraiment pour le fun. Donc, Ouais, on oui. verra, on verra. Alors, Kevin Holland, numéro 15 chez les welterweight, mais il retourne chez les middleweight pour affronter Mikal Ouais. O. Ouais. Ça va plaire aux fans de violence. Oleksiejus. Oleksiejus. Oleg, c'est juste. Mikhail Olek. Oleg, c'est juste. C'est bien. Exactement. Voilà, Mikhail Oleg, c'est juste. Mikhail est à 19-7 en carrière, 7-5 à l'UFC, 14 victoires par KO, 5 défaites par soumission. Un striker, quoi, on est d'accord? Oui. Gaucher. Striker gaucher, il avance, il tape. Ancien light heavyweight. Qui descend de... Ouais, ça c'est intéressant. Un ancien light Enfin, heavyweight contre un plutôt actif welterweight. 5.06 frappes qui touchent à la minute pour 10 envoyés. Alors très intéressant à ne pas négliger. Striking defense à 61%. C'est la même stat que Strickland qui est à 62%. Alors oui, c'est pas la même opposition, mais on est quand même avec un gars qui a 7-5 à l'UFC, donc 12 combats à l'UFC, dont 5 défaites. Et malgré tout, il a 61% de striking defense. Je trouve que ça mérite d'être souligné. Par contre, 48% de takedown defense. Donc, le chemin vers la victoire contre un gars contre Michael, il est assez clair. Mais en face, c'est Kevin Holland. Va-t-il prendre ce chemin? Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur Michael ou on passe à Kevin Holland? Non, si vous connaissez pas, moi je trouve que c'est un profil assez Fun à regarder. fun et étonnant à regarder, tu vois. Ouais. Quand tu le vois comme ça, tu te dis, ouais, c'est ce qu'il faut à l'UFC, entre guillemets. Et au final, je le trouve plutôt intéressant et compétent, tu vois. Ouais. Pour moi, Il a sa place, tu vois. il a sa place. Il n'a pas sa Ouais, place dans le top clairement. 15, mais Non. il a sa place pour, comme l'UFC l'utilise ici. Il a en carte principale d'un pay-per-view parce que il peut offrir vraiment des combats fun sans nécessité à l'UFC d'allonger des gros billets, je pense, parce que c'est pas le gars qui doit avoir le méga salaire non plus Non, c'est à sûr. l'UFC. Mais par contre, je reste quand même assez étonné sur le combat parce que au début, je pensais que c'était vraiment une sorte de combat de reprise pour Kevin Holland, tu vois. Et en regardant le combat, je me dis, ouais, c'est pas si simple que ça, tu vois. Surtout en partant du principe que Holland en middleweight, il a jamais excellé. Donc là, c'est juste Holland qui fait du Holland. Je veux être actif, j'ai envie de parler à quelqu'un dans une cage. Et, et l'UFC qui accepte parce qu'ils ont une place sur un pay-per-view, quoi, tout simplement. Je sais pas du tout. Holland, il est à 25-11 en carrière, 12-8 à l'UFC. C'est donc son 21e combat sous la bannière de l'UFC. Il est en double dent de scie. J'ai envie d'appeler ça. Donc, dent de scie, c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Double dent de scie, c'est 2 défaites, 2 victoires, 2 défaites, 2 victoires depuis ses 11 derniers combats. Il y a juste un no contest qui traîne entre tout ça. Là, il est sur 2 défaites d'affilée, donc il doit en gagner 2 d'affilée. Bon. Force et faiblesse du côté de Kevin Holland. Faiblesse, on en a déjà parlé. Fight IQ. Force. Fight IQ? Non. Absence de Fight IQ? Ouais, c'est ça. Sa faiblesse, ouais, c'est ça. Sa faiblesse, c'est un manque de Fight IQ. Et je pense pas qu'il soit bête. Fort. Je pense qu'il a juste pas envie d'être intelligent dans la cage, volontairement. Tu vois. Non, je pense pas du tout qu'il soit bête. C'est juste que c'est aussi une de ses forces d'être un peu imprévisible, tu vois. Ouais. Range fighter. Travaille bien à sa distance de jab. Rapide. Ouais, il travaille bien. Ouais, il a des longs bras. Il est capable de trouver des soumissions. Ouais, grappling très sous-estimé parce que sous-utilisé dans sa carrière. Ouais. Je dirais que dans ses faiblesses, c'est pas un fight IQ, mais c'est un, comment on pourrait appeler ça? Prize fighter, tu vois? Ouais. Un combattant qui vient pour l'argent et plutôt que pour le résultat sportif. Donc, qui est là pour faire le show, pour prendre son billet.
Et c'est forcément un petit peu dommage parce que on sait jamais trop comment on peut compter sur lui, tu vois. Mais on peut pas. Ici, il a deux chemins clairs vers la victoire. C'est lutter, utiliser son sol et étrangler Mikal, ou bien l'aspirer, l'absorber et le connecter en contre. Ah ouais, l'aspirer. Moi, je pense, Mikal, il avance tellement que tu peux avoir un truc, déplace-toi vers mon direct, quoi. Un peu comme il a fait contre Buckley. Enfin, Buckley, c'est pas. Ouais, Buckley, c'est un peu une collision comme ça. Mm, mm, mm. Ou Ouais. bien laisser passer le premier round et démarrer dans le 2 et 3, quoi. Parce que Mikal, il se fatigue très très vite aussi. Bref, il est favori. Il est autant favori que Jelton Almeida. Pile poil la même chose. C'est C'est ça qui est 1,31 vrai. contre 3,1 pour Mikal. C'est de nouveau un 70-30 qui tend vers le 75-25. Euh, Ici, je trouve que c'est un peu moins un dogor. Ouais, quoique. En fait, j'aurais pas de mal à me positionner sur Kevin Holland ici, mais j'aime pas me positionner sur des mecs qui, Ouais, comme tu dis, pareil. qui sont des prize fighters en fait. Les prize fighters, il y a toujours ce truc de, ils vont aller gagner un combat qu'ils sont pas supposés gagner, et puis ils vont aller perdre un combat qu'ils sont pas supposés perdre. Et quant à C'est ça, exactement ça. tu préfères, t'as presque envie de miser quand eux sont underdog et sur Ouais. l'adversaire quand eux sont favoris. Tu vois, c'est un peu ça la strat. Mais moi, ma strat face à ce genre de combattant, c'est regarder de loin. Le seul truc, c'est je m'étais dit avant de regarder les cotes, que s'il était à plus que 4 pour une soumission, je mettrais peut-être une fraction d'unité. Là, il est à 3,75, donc Unibet me les casse, quoi. Ils veulent pas. Ouais, c'est clair. Ça arrive tellement de fois. Je sais pas, dans ces podcasts-là, on pourrait faire un mix où à chaque fois, je dis, avant de regarder, si c'était à plus que 2, cette cote, je me mettrais dessus. Ah, c'est à 1,90, tu vois. Et là, ouais, le 4 ou au-dessus, j'aurais peut-être mis le quart d'unité sur la soumission en me disant, même s'il va pas la chercher, ça peut se produire dans le combat qui se trouve dans le scénario où et qu'il arrive à la Mm. prendre. Là, je sais pas. J'ai encore Ouais, réfléchir. moi, je pense que je vais rester un peu loin. C'est deux profils qui me semblent, comment dire ça, Hollande, sur qui je peux pas compter, tu vois. Ouais, Oleksiy, c'est juste. c'est juste, je vois pas forcément de chemin pour la victoire chez lui, si ce n'est les mauvais choix de Kevin Holland, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Et ça peut arriver. Et ça risque d'arriver, Mhm. Michel. On pourrait l'appeler Oussard, tu vois. Les gens qui mettent un surnom, on peut les appeler par leur surnom. Donc, Oussard. Plus facile. Je sais pas si je le Hussard, prononce ouais, bien, cependant, c'est Hussard, Hussar. ouais, Hussard, T'as vu ouais. ça où ça? Sur Tapologie. Ouais, bah écoute, moi pour l'instant, je pense que je vais regarder comme tu l'as dit, ce combat un peu de loin. Euh, je pense que c'est un combat qui permet soit de pouvoir relancer Kevin Holland sur des combats fun avec des combattants un peu plus, euh, enfin voilà, qui ont besoin de grandir, tu vois. Et voilà quoi. Et puis bah si Michel passe parce que Kevin Holland a fait n'importe quoi, bah il sera à nouveau mis face à un adversaire Kopilov? Kopilov contre Kopylov. lui, ça peut être sympa comme fight. Ils sont déjà affrontés ou pas? Non. Je pense pas. Non, Non. je pensais à comment il s'appelle le lutteur américain là. Je sais même pas s'il est en middleweight. Mikal? Beau, il est en quelle catégorie? Middleweight, ouais. D'ailleurs, Mikal a battu Brundage aussi. Ah non, Tu vois. ouais, il a battu Brundage aussi. Donc, Je me ouais. disais, ça se trouve, il se dit ça, ils vont lui mettre Michael après. Mhm. Enfin voilà, toujours pour monter progressivement, quoi. Après, Kevin Holland, c'est le profil parfait en middleweight pour faire monter Bonical. Hein. Bonical, les deux Ouais, combats d'affilée que Kevin Holland avait perdu sur le même mois là, contre Brunson et Vettori, c'était ça. Hein, c'était deux gars qui l'ont amené au sol 25 fois sur 5 rounds. Et ouais, voilà. Et Kevin ouais, Holland ouais. qui demande des conseils à Daniel Cormier alors que Daniel Cormier est en train de commenter. Ouais, donc c'est C'est possible que- que celui qui gagne ce combat-là se retrouve face à Bonical après, tu vois. Ouais, belle stratégie de l'UFC si c'est le cas. En Mm, plus, mm, de mm. nouveau, on est sur un main event, une carte pay-per-view, donc ça donne de la visibilité. Ouais, ouais, ouais.
Ok, passons au main event. Sean Strickland contre Paulo Costa. Donc on l'a analysé en exclusivité membre. C'est donc un win-win. Vous pouvez profiter de cette analyse c'est en vrai. supportant le projet Fight Minds. Il y a le bouton pour rejoindre la chaîne en tant que membre ici quelque part en dessous de la vidéo. Sinon le lien est en description. Brian, Strickland est évidemment toujours favori. Il est à 1,38 maintenant contre 2,82 pour Costa. On est donc sur un 70-30 quasi bien rond là. On a tous les deux pronostiqué Strickland à la décision. On avait tous les deux une préférence et on voyait vraiment un chemin vers Strickland par finish dans le 4e. Strickland à la décision est à 3,15 et c'est donc plus intéressant Strickland à la décision que Strickland par finish qui est à 2,30. Alors, moi, ça me tente. Juste pour préciser quand même, parce que vu que c'est membre et que je pense que pas mal de monde n'auront peut-être pas vu la vidéo, on voit Strickland l'emporter à la décision, mais on voit aussi des chemins pour Paulo Costa de l'emporter. Hein. Bien sûr, on disait tous les deux que le 70-30 était peut-être un tout petit peu... était justifié parce que c'est un 5 rounds. Si ça avait été en 3 rounds, moi je me rapprochais plus du 60-40 et toi tu basculais carrément avec un Costa favori. Si voilà, et on a vraiment élaboré aussi quelle serait la stratégie pour Paulo Costa de l'emporter, même sur 5 rounds, quel round il pourrait prendre, et effectivement sur sa capacité à voilà, de rester dans sa distance de kick, casser complètement la distance pour être au corps à corps. Enfin, on a vraiment élaboré ça, donc pensez pas que on pense que c'est un combat facile pour Strickland et qu'il n'y a pas de chemin pour Costa. Hein. Du tout. Là, je devais résumer le plus vite possible, mais c'est bien que tu fasses un petit... Au contraire. Les gens aiment bien quand tu fais ça, parce que justement, sur cette vidéo... C'est sur cette vidéo? Non, c'est sur celle sur Warin, où tu imites les gens, tu vois, comme tu avais fait avec Derrick Lewis. Viens, tu seras bien, viens. Ici, tu es en train de dire, venez voir la vidéo où on a bien analysé le combat, venez, c'est chouette. En plus, c'est chouette d'être membre Fight Minds, venez. Ah ouais. Avec Warin, c'est quand j'ai imité... Ngannou. Ah non, Eric Nixick avec Ngannou. Mais non, mon gros nounours, tu sais envoyer des beaux high kicks. Ouais. Mais écoutez, mettez-vous en tant que membre et allez écouter la vidéo, vous allez voir, super intéressant. Et j'ai du mal à me positionner sur ce combat parce que j'arrive à voir des scénarios possibles des deux côtés. C'est compliqué. Et les codes sont bien foutus. Par exemple... Tu dis ? Les codes sont bien foutus. Les codes sont bien foutus, ouais. Les codes sont bien foutus. Donc, good job, Unibet. Je trouve qu'elle n'est pas assez intéressante pour me positionner de manière autoritaire, tu vois, mettre plusieurs unités dessus. Me positionner sur une décision ou sur un finish au 4e, je trouve que c'est risqué. Je trouve que voilà, ça reste très risqué. Et Paulo Costa, j'ai du mal à me dire je parie contre lui parce que je pourrais le voir éteindre Strickland, tu vois, coup de kick et de... Ouais, et par contre, sa cote n'est pas assez intéressante, c'est ça? Et sa cote n'est pas assez intéressante. Ouais. Alors, moi, j'ai une cote très intéressante que j'ai bien aimée. Strickland est plus que 2.5, est à 2.05. Et celle-là, elle me fait de l'œil. Strickland quoi? Strickland qui s'impose après la moitié du combat. Ah. Donc ça vaut la décision, ça vaut le finish dans le 3, dans le 4, dans le 5, enfin dans la fin du 3, dans le 4, dans le 5. Ah oui, 2.5, ça c'est intéressant. 2.05, elle est à 2.05. Ah 2, ouais. Celle-là est pas mal du tout. Ouais. Et j'hésite, et en fait je me dis, je vais peut-être faire, tu vois, comme je faisais à chaque combat de Benoît Saint-Denis, tu vois, je me dis, ok, je mets une unité sur ce combat, je mets 0.8 sur Strickland après 2.5, et je mets 0.2 avec un boost à la décision qui est à 3.15. Donc, s'il gagne à la décision, j'ai tout à gagner. S'il gagne après 2.05, je perds 0.2, mais c'est compensé par le 0.8 fois 2.05. Donc, je m'y retrouve gagnant aussi. Donc, j'aime bien cette idée. Je crois que j'ai validé ça maintenant. Elle est pas mal du tout. Moi, je sais pas du tout si je vais me positionner sur ce combat. Je verrai. Pour l'instant, tu vois, j'ai mis 3 petits points d'interrogation. Notamment pour ça, pour tous les questionnements que j'ai, et puis aussi sur le fait que je me dis, attends, si j'ai pas envie d'être frustré 2 fois, tu vois. Ouais, mais par contre, c'est un bon moment d'éduquer les gens, tu vois. En général, on a
Déjà, nous, on joue vraiment pour des unités, donc c'est ultra fictif. C'est fictif. Et ouais. j'aime bien parce que tu arrives à ne pas te laisser tenter parce que tu vois, tu te positionnes sur quasi aucun combat là, et tu te laisses pas tenter en disant il faut absolument que je joue sur cet événement. Si vous le sentez pas sur un événement, voilà, l'abstention est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ça qu'on dit quand on dit jouer responsablement, jouer de manière récréative. C'est voilà, vous forcez pas à miser si vous le sentez pas et s'il n'y a pas une cote qui vous semble intéressante. Ah oui, clairement, hein. Clairement. Et puis, bah, faut pas oublier que dans le pari, bah, il y a aussi continuer d'apprécier le combat. Moi, des fois, c'est un peu ce que j'ai du mal, tu vois. Il y avait ce truc, Quand on on en fait les avait, trucs. on avait déjà Ouais. discuté quand tu as une préférence sur un combattant, tu mises sur l'autre et tu te dis au pire, voilà, mon combattant préféré gagne et je suis content même si je perds mes unités. Ou bien Ouais. le combattant que j'aime pas gagne, je suis déçu pour le combattant que je préfère, mais au moins je gagne des unités. Tu vois, il y a des gens comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Je Ouais, faisais ça ouais. à l'époque et je me souviens de ça. Mais là-dessus, oui, ta cote, elle est bien intéressante parce que le finish round 4 et et victoire décision, c'est un petit peu nos deux avis dessus quand on a fait l'analyse. C'est vrai que 2.05, c'est pas mal. Ouais, Mais, ça me semble mais être un je vais voir. scénario vraiment possible. Euh, Mm, mm, mm. Je vais voir. Ok, passons au main event. Ouais. Ça fait pile poil 40 minutes qu'on enregistre. On est fort. Alors, petit rappel, avec notre lien en description, vous avez un free bet qui va jusqu'à 100 € sur Unibet. Hein, c'est l'angle de cette vidéo-là. Main event, on l'a analysé en public sur la chaîne. Donc, ça remonte à la semaine passée. Si vous ne l'avez pas vu, retournez sur nos vidéos de la semaine passée. Vous trouverez l'analyse complète Makhachev contre Dustin Poirier. Hier et encore aujourd'hui, j'ai vérifié, on était à 1,14 pour Makhachev et 5 tout rond pour Poirier. C'est presque un 85-15. Mhm. Là, encore une fois, pour moi, on va changer cette expression. On est en dog hors scénario. Tu vois, pour moi, c'est pas un dog hors passe. Ici, c'est peut-être un dog hors scénario. Donc, soit tu mets sur Poirier, Ah, soit tu d'accord. vas aller chercher les scénarios. Il y a peut-être des scénarios qui sont intéressants. Moi, j'en ai relevé quelques-uns qui peuvent être intéressants. Parce que mettre sur Makhachev à 1,14, même peut-être dans un combi, ça peut être intéressant pour ceux qui sont vraiment full confiance derrière Makhachev. Et je sais qu'il y en a plein. Mhm. Mais voilà, si tu joues en simple, c'est T'as peut-être intérêt à mettre Poirier. beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça. Même tu mets 10 unités, t'en gagnes 1,4 quoi. Ah, tu sais, ouais. Et encore, moi, j'ai toujours dit, mon max bet, c'est 7 unités. Je ne mettrai jamais au-dessus de 7 unités. Je l'ai fait cette année. Je l'ai fait pour Rose contre Ribas, je pense. Ah, peut-être. Ou c'était 5. Je sais plus si j'ai fait un max bet cette année. Il me semble que j'en ai fait un. Bref, du coup, tu fais un max bet sur Makhachev, tu te positionnes sur Poirier, tu restes loin, Je ou il y suis a un un scénario dog, qui ouais. t'intéresse? Non, ouais, moi, je fais un dog sur, Oh yeah! sur Poirier, ouais. Ouais. Tu fais Bah, un pas dog sur le grand-chose, hein. dog. Je vais mettre 0,2 à 5, tu vois. Ouais, en fait, tu vises l'unité. Tu sais que je me suis rendu compte il y a longtemps, je vois de temps en temps des parieurs qui mettent 0,32 unités sur quelqu'un, et je suis là, je dis, mais pourquoi 0,32? Et en fait, il y a beaucoup de gens qui misent. Oh là, je suis devenu noir. Il n'y a plus de batterie à ma light. Il y a beaucoup de mecs qui misent pour gagner une unité. Tu vois, ils font le calcul, c'est combien je dois mettre pour gagner une unité. Hmm. Et comme ça reste rond sur les gains potentiels. Donc, Mais voilà, tu vois, ici, le calcul est facile, c'est 0,2. ouais, en termes de calcul, tu vois, là, je mets 0,2 pour espérer une unité, mais si je mets 10, 8, je sais pas combien, sur Makhachev pour une unité, je l'ai aussi, tu vois. Ouais. Je suis bizarre là, j'ai essayé de régler la lumière manuellement, mais ça fait. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ouais, mais c'est ça. Dans un cas, tu risques moins, tout simplement, mais il y a aussi une question de probabilité, quoi. Ouais, la probabilité est beaucoup plus faible, tu vois. Mhm. Donc c'est à voir, c'est à voir. À la toute base, j'étais parti là-dessus. Même si je trouve le scénario difficilement envisageable, tu vois. Mais Ouais. Moi, j'ai un scénario que j'aime bien. vas-y. Alors, jamais 203. J'aime bien le scénario d'avoir un Issam Makhachev assez patient et confiant dans sa capacité à amener au sol à sa guise, et donc pas spécialement à la recherche de quoi que ce soit dans le premier et dans le deuxième. Les 2 fois où Dustin Poirier a perdu le titre, c'est contre 2 très bons grappleurs. C'était par étranglement arrière au round 3, les 2 fois. La cote de Makhachev au round 3, c'est 7,5.
Soumission au round 3, c'est 10. Peut-être un quart d'unité dessus pour moi. Ah ouais. Voilà. Un quart à 10. Je sais pas, peut-être à 7.5, tu vois, juste Makhachev dans le troisième round, tu peux voir du grand endpoint aussi de sa part, même si la soumission est quand même beaucoup plus probable. J'aime bien, moi, ce côté sur le troisième round, Makhachev qui l'emporte. Et j'hésitais, tu vois, je me dis peut-être aux 2 pour marquer le coup, pour dire j'ai fait mieux que Charles Oliveira, j'ai fait mieux que Khabib. Mais je sais pas, 4.5 dans le round 2, ça m'intéressait moins. Le 7.5 dans le round 3, il m'intéresse pas mal. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Je pense que ce scénario-là me plaît bien pour me positionner sur le combat. Ouais, c'est pas mal. Et là, je regardais sinon, parce que là, j'ai mis 0,2 à 5, mais Dustin Poirier KO TKO, c'est 7.5. Alors moi, le conseil que je donne tout le temps, c'est quand tu mets sur le underdog, surtout quand c'est 5, ce serait bête de passer... Enfin, tu vois, imagine, il gagne par un autre moyen. Bon, alors je sais que c'est difficile à imaginer Dustin à la décision, mais on a déjà vu pas mal de dingueries cette année, et historiquement. Voilà, si tu te positionnes sur quelque chose d'aussi précis, et puis que c'est Dustin qui gagne, tu avais vu la possibilité de Dustin qui gagne, mais tu prends pas tes unités parce que tu as voulu être gourmand. À la limite, fais Ouais, le c'est truc vrai. du boost, tu vois. Tu mets 0,15 sur Dustin et puis 0,05 sur le KO, tu vois. Ça, Ouais, c'est mon c'est vrai. conseil. Voilà, c'est mon conseil, Ouais, tu vois. Si tu comptais mettre 0,2 sur le combat et que tu veux un truc précis, split-le comme ça. Voilà. C'est mon conseil Je à verrai. Et toi et alors, aux autres. ce qui est étonnant, c'est que l'argent est beaucoup rentré là sur Unibet. Ah, tiens, j'ai pas regardé ça. Comparé, Unibet. comparé aux cotes, on est à 64% des gens qui ont mis sur Islam et 36 sur Dustin, tu vois. Ouais, mais le dog est intéressant. Et le dog, ouais, je pense qu'il y a quand même un effet fan, tu vois. Ouais. Je pense que la victoire qu'il a eue contre Benoît Saint-Denis a vraiment relancé les fans sur Dustin Poirier, Ouais. sur tout ce qu'il représente. Et voilà, je pense que c'est lié à ça aussi, tu vois. Et La du cote. coup, ouais. Et Zaleski, il a pris 41% de vote des Français aussi. Parce que là, enfin, sur Unibet, Ouais. sur Unibet, c'est les pourcentages Ah ouais, tu vois. Et des donc paris. Zaleski, au final, ça se trouve, ouais, il y a peut-être pas mal de Français qui se font influencer par leur connaissance, en fait, des combattants, tu vois. Ouais. Après, je les trouve logiques, hein, dans le sens où Zaleski aussi, hein, on l'a dit, hein, qu'il était un peu bas comparé à ce qu'il était capable de produire, tu vois. Ouais. Ouais. Ah ben voilà. Les amis, suivez-nous sur Twitter et sur Instagram parce que c'est là où on mettra nos paris finaux avec ceux de John et de Le Volk. J'ai une fois refaire les comptes de toute l'équipe pour voir où on en est. Je crois que tu étais sur une belle série là. Les 2-3 derniers événements, tu prends à chaque fois, il me semble. Oh, je suis pas sûr, je sais pas. Il me semble que c'était pas mal. Sur le dernier, non, j'avais fait un combiné, il y en a un qui a foiré. En Ah plus, oui, sur le dernier, je ouais, sur le savais, dernier. je fais jamais de combiné, là, je dis, allez, c'est parti. Je fais un combiné, et sur les 3, il y en a un qui a raté. Combiné 3, c'est quand même chaud, je trouve. Écoute, Mais ça c'est passe pour de le temps en temps. fun, c'est pour Ouais, le ouais. fun. Ouais, mais je pense que j'en ai un qui est passé à 3 cette année. Moi, les combinés 2, j'aime encore bien, mais 3, c'est chaud. Ah, 3, c'est sport. Attends, il y en a qui font des combinés de 5 ou 6, hein. Bah ouais, après, il y en a Avec... Comme on dit, il y a toujours c'est- une stratégie chez les parieurs, et t'as des mecs qui disent, OK, je parie chaque fois sur des trucs qui vont faire des fois 100, et pour peu que Ouais, ça passe une fois sur 90, ben, je suis gagnant, tu vois. exactement. C'est un Et peu c'est la une stratégie loterie. de patience, quoi. C'est un peu la loterie. Mais la plupart du temps, tu les vois qui t'envoient le truc, genre, oh, regarde ça, il y en avait 10 comme ça, ils en ont passé 9 et le dernier qui passe pas. C'est souvent comme ça. Mais alors, il y en a qui font sur plusieurs événements, tu vois. Ils mettent un combiné de 10 sur plusieurs événements. Et donc, entre deux événements, tu as les sites de paris qui proposent de faire un cash-out. Et tu as des Ah mecs oui. qui sont là. Est-ce que vous pensez que je devrais faire un cash-out ou pas? Parce que Ouais. limite, le dernier qui l'a mis, c'était le plus risqué. Et Mm. ouais, c'est difficile. Ouais. Bon, ça va, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, merci à toi. On va Merci à tous. finaliser tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner votre avis pour la finalisation
de nos paris. Yes. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.